bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie. Alger, qui a vécu l'été dernier une succession d'événements dramatiques, a choisi d'accélérer et de redynamiser son appareil diplomatique tous azimuts. La ceinture de feu qui entoure notre pays depuis des années, exerçant sur lui une stratégie de tension permanente, a fini par céder, nous mettant nez à nez avec un nouvel ordre géostratégique mondial instable qui charrie avec lui des principes néocolonialistes inchangés, basés sur la ruine des États-nations et le redécoupage des frontières dans l'option ou l'optique d'un futur partage des territoires africains et moyen-orientaux. La sortie médiatique honteuse du président français, candidat à sa propre succession, le confirme cette semaine. La France, alliée inconditionnelle d'un Maroc normalisant avec Israël, bloquant toute possibilité de règlement du conflit du Sahara occidental, sans oublier l'espionnage à l'échelle internationale massif que pratique Rabat sur notre pays, et la stratégie de chaos opérée au Sahel annonce donc des temps difficiles et des luttes à venir pour préserver nos intérêts. D'autant qu'Alger campe sur ses positions de soutien aux causes justes et à la stabilité régionale et internationale via des moyens pacifiques. Pour en parler, nous recevons ce soir un homme politique, ancien ministre et ancien diplomate, qui enrichit souvent, via ses tweets notamment, la sphère de l'analyse politique avec sa vision à la fois critique et pondérée des questions de l'heure. Abdelaziz Al-Harbi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, si on devait décrire le redéploiement diplomatique dans notre pays, est-ce qu'on pourrait parler d'une rupture dans la stratégie de la conduite de la politique internationale? On peut citer quelques exemples avec la nomination des 7 envoyés spéciaux du président de la République, ou encore la réactivité de la communication plus directe, plus défensive, rarement observée pendant les crises qu'on a pu connaître, les crises diplomatiques, et comme on le voit d'ailleurs avec Rabat ou la France. Fondamentalement, la doctrine algérienne en matière de politique étrangère n'a pas changé. Ce qui a changé, vous savez que la diplomatie a une identité. À chaque changement de chef d'État, chaque chef d'État imprime son identité à la politique extérieure, considérant que le chef d'État, ici comme ailleurs, est le principal opérateur de politique étrangère. Oui. Je pense que l'Algérie est plus réactive. Je pense que l'Algérie profite plus de ses atouts, des atouts qui sont naturels, le fait d'avoir une masse territoriale très grande, d'avoir 7 frontières communes avec des pays africains, d'être en face de l'Europe, d'être un pourvoyeur de produits stabilisants comme l'énergie, d'être un pays sur lequel on s'appuie dans la lutte anti-terroriste, pour avoir payé le prix, bien sûr, du terrorisme international. Et d'être surtout, et c'est extrêmement important, on ne le dit pas souvent, très écouté en Afrique. L'Afrique est un continent qui s'est beaucoup appuyé sur la lutte de libération algérienne. L'indépendance de l'Algérie, ou le mouvement de libération algérien, a accéléré l'émancipation de l'Afrique. On ne le dit pas suffisamment. Et ça, c'est un des points forts de l'identité algérienne. Les États construisent leur identité diplomatique sur leur propre passé, sur leurs propres atouts, mais aussi sur leurs faiblesses, bien sûr, sur leur fragilité. Je pense qu'en ce moment, il y a, je vais prendre le risque de dire aussi que le Hirak a joué sur cette question-là, dans la mesure où la citoyenneté s'est imposée avec le mouvement populaire du Hirak, c'est-à-dire que l'État est plus à l'écoute du citoyen. Depuis le Hirak, c'est un des acquis du Hirak. Il n'a pas eu tous les acquis recherchés, mais c'est un des acquis du Hirak. Faire en sorte que le citoyen soit informé, mieux informé, connaisse les défis géopolitiques de son pays, sache la nature des menaces, parce que les menaces changent de nature régulièrement. La capacité d'un pays à résister aux crises, c'est sa capacité à s'adapter à la nature de nouvelles crises. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est véritablement de nouvelles crises. La cybercriminalité, les attaques contre l'Algérie concernant par exemple Pegasus et autres, les attaques, ça ce n'est qu'une attaque visible. Des attaques contre la nature du régime algérien. Vous savez, si vous prenez en filigrane toutes les attaques contre l'Algérie, vous retrouvez toujours une attaque contre l'institution présidentielle et contre l'armée.
Et ce n'est pas nouveau, ça. Hein. Ce n'est pas nouveau, ce que vous voyez dans les déclarations du président Macron ou dans le discours politique ou médiatique diffusé dans les réseaux au Maroc. C'est essentiellement ciblé des institutions sur lesquelles, qui sont importantes dans le pays. L'institution présidentielle n'est pas seulement importante en Algérie, elle est importante partout. Elle incarne l'État, elle incarne un pays, elle incarne un peuple, elle incarne un destin commun des gens qui vivent dans un espace déterminé. Donc c'est extrêmement important d'être vigilant parce que le monde change très vite, la nature des menaces change, il y a une accélération terrible de l'histoire. Il faut des capacités d'adaptation, il faut des capacités de résistance, mais il faut surtout avoir la capacité à absorber les craintes qu'il y a dans la société. Le citoyen se lève le matin, il a peur parce qu'il entend parler de violence, parce qu'il entend parler de guerre à ses frontières, parce qu'il entend parler d'attaques contre son pays, de discours belliqueux contre son pays, ou de discours inamicaux, et parfois violents même. Est-ce que vous parlez des acquis du Hirak? Il y a le Hirak qui a bousculé ou qui a en tout cas placé cette notion de citoyenneté. Il a aussi chamboulé complètement le champ politique chez nous. Il l'a remis en question. Il y a aussi la résilience du peuple algérien qui s'est vérifiée à chaque fois, et aussi la solidarité. On a pu le voir pendant les épreuves. Donc, est-ce que ce sont des remparts finalement à ces chocs externes? Historiquement, toutes les attaques, si vous prenez l'histoire la plus ancienne, depuis la Numidie, on parle souvent de la Numidie, l'Algérie est bien plus ancienne que la Numidie, mais la Numidie, c'est les premiers éléments modernes de formation d'un État. Oui. La Numidie orientale et occidentale qui ont été réunifiées par Massinissa. Oui. Et je saisis cette occasion parce que c'est pas nouveau. On a souvent été attaqué sur notre histoire parce que les Algériens ne la connaissent pas et les étrangers l'utilisent comme motif de déconsidération de l'Algérie, alors que c'est le pays, si vous suivez bien l'histoire, c'est le pays qui a donné le plus à l'humanité. Nous avons la forme d'organisation la plus moderne chez nous depuis plus de 2000 ans. Nous avons un Algérien qui a réformé l'Église, Saint-Augustin. C'est un Algérien qui a porté l'islam en Europe, Tarek Ben Ziyad. Nous avons constitué le socle principal de l'émancipation des peuples en Afrique. Pas seulement en Afrique, y compris en Amérique latine, y compris en Asie. Je me souviens que j'étais ambassadeur au Mexique et dans les pays de la région, les pays d'Amérique centrale, Honduras, Belize, Guatemala, Nicaragua. Ce sont des petits pays qui ne connaissaient de l'Algérie que l'aide que l'Algérie avait proposée pour les aider à s'émanciper des dictatures. Donc, nous avons apporté aux valeurs universelles cette valeur des peuples, qui essaie de l'émancipation des peuples, qui essaie de la liberté des peuples, qui essaie de la lutte contre le colonialisme. Et ça fait partie de l'identité de la diplomatie algérienne. Et c'est sur ce point-là que nous avons des frictions avec l'Europe et avec l'Occident. Essentiellement sur ce point-là. Nos partenaires... Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi ça gêne? Parce que les relations internationales s'articulent autour d'un rapport de force. Oui. Rapport de force qui soit de nature militaire, de nature commerciale, économique et aujourd'hui médiatique. Donc de dominant à dominé. Oui, mais le monde est ainsi fait. Le monde de maintenant le montre plus qu'avant, parce qu'avant les divisions étaient souvent à caractère idéologique jusqu'à la chute du mur de Berlin. Ou bien elles pouvaient être à caractère ethnique ou d'espace géoethnique comme le monde arabe ou le monde occidental ou l'Amérique latine ou l'Asie. Mais aujourd'hui, il y a une accélération de l'histoire. Les intérêts sont devenus dominants. Regardez, l'OMC réglemente pratiquement tout dans le commerce extérieur, sauf les questions culturelles. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. C'est parce que ces questions-là sont fondamentales dans la représentation des peuples, dans la résistance. Aujourd'hui,
chacun a une représentation de lui-même. Chaque Algérien a une représentation de lui-même. Depuis Massinissa jusqu'au nouveau-né d'aujourd'hui, il a une représentation. Il se fait une idée de l'Algérie de demain. Il se fait une idée de lui-même, de son identité. Et je pense que l'attaque, j'en profite. Vous n'avez pas posé la question, mais moi j'en profite. Vous pouvez j'en profite que l'attaque du président français sur la question qui est liée à la représentation historique de l'Algérie est inacceptable. Non seulement elle est fausse, c'est une contre-vérité historique, elle est inacceptable. Elle est d'autant plus inacceptable que c'est un président de la République en exercice. Ce n'est pas un polémiste, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un citoyen. Qui a rompu avec tous les paramètres diplomatiques, toutes les convenances. Ce n'est même pas diplomatique, ce n'est même pas diplomatique, parce que la diplomatie, c'est de convenance, c'est le respect mutuel, c'est la considération pour l'autre, à ce niveau de chef d'État, je pense. Et puis, vous me donnez l'occasion de préciser quelque chose. On ne le dit pas suffisamment. Nos chefs d'État, depuis l'indépendance, bien avant l'indépendance, depuis le GPRA, depuis Farhat Abbas jusqu'au président Tebboune, n'ont jamais, et pas une seule fois, attaqué d'autres peuples ou leur représentation historique. Et pourtant, nous avons eu toutes sortes de problèmes avec tout le monde. Nous ne sommes pas un pays facile. Nous ne faisons pas de cadeaux, on ne fait pas de concessions sur les questions fondamentales, les questions de souveraineté. Oui. On ne fait pas de cadeaux. Il y a une tradition diplomatique. Il y a une tradition d'autonomie de la décision politique. Vous savez, l'autonomie de la décision politique ou diplomatique, sur le principe, peut paraître quelque chose d'aisé, mais dans les faits, ce n'est pas très aisé. Pourquoi? Parce que si vous voulez être véritablement indépendant, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une forme d'organisation de défense, par exemple militaire. Nous ne sommes partis dans aucune organisation à caractère militaire de défense collective. Donc vous devez développer vos propres capacités de défense. Donc c'est un choix. C'est un choix, c'est l'histoire, c'est un choix historique, c'est un choix de peuple. L'Algérien est fait ainsi. Il faut le prendre tel qu'il est. C'est le produit de son histoire. C'est le produit de ses luttes, c'est le produit de ses ambitions. Il a une fierté qu'il faut respecter. Regardez, aujourd'hui, le débat politique en France, politique intérieure, tourne autour de l'Algérie et de l'Algérien. C'est quand même extraordinaire qu'une campagne électorale d'un pays occidental tourne essentiellement autour des Algériens, du nombre d'Algériens expulsés, du nombre d'Algériens qui vont manifester la place de la République. C'est devenu un problème de politique intérieure dans un pays européen. Est-ce que ce n'est pas un prétexte justement électoraliste pour taper sur l'Algérien, tout simplement? Mais ça, c'est clair. Mais toutes les campagnes électorales en France se sont faites comme ça. Si vous vous souvenez bien, à un certain moment, c'était la repentance avec Sarkozy. La repentance qui est un mot qu'aucun chef d'État algérien n'a prononcé depuis 1962. Boumediene avait dit tournons la page, Chedli avait dit écrivons une nouvelle page, le président Bouteflika a dit cherchons à avoir des rapports apaisés, le président Tebboune cherche à normaliser ses relations avec la France, mais aucun chef d'État n'a utilisé le mot repentance. Et pourtant, toute une campagne électorale de Sarkozy a été faite autour de la repentance. Il a dit la France refuse la repentance, une repentance qui n'a jamais été demandée par l'Algérie. Parce que la repentance n'existe pas dans le discours politique, elle n'existe pas dans les mœurs. Oui, la repentance, c'est tout bas. C'est quelque chose qui a un caractère religieux, ce n'est pas un caractère politique ou diplomatique, qui n'a absolument rien à voir avec les questions de mémoire. Alors, si on devait revenir au contexte actuel, vous le dites, les polémiques électoralistes, d'ordre électoraliste pendant les campagnes ou les pré-campagnes présidentielles en France tournent autour des mêmes sujets, l'immigration, la colonisation, la repentance, comme vous venez de le dire. Pourquoi le président Macron est allé plus loin que ce qu'ont pu faire ses prédécesseurs? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de créer une rupture dans la mécanique des relations algéro-françaises à l'avenir avec la montée des partis d'extrême droite? Non, je pense que c'est un sujet... on investit sur la question algérienne pour gagner de l'électorat en France. Vous savez que... Moi, je n'ai jamais compris...
que les pieds noirs, ou bien les harkis, sur lesquels nous avons une position très très claire. Les harkis sont considérés en Algérie dans la conscience collective comme étant des traîtres à la patrie. Nous n'avons jamais porté ce jugement sur leurs enfants qui ne sont pas responsables des actes de leur père. Je peux même vous dire que dès les années 80, au ministère des Affaires étrangères, on avait décidé de gérer, d'inscrire dans les consulats les enfants de harkis quand ils en faisaient la demande, considérant qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'attitude indigne de leurs parents. Les harkis, les pieds noirs, l'extrême droite, je ne sais pas combien ils représentent. Ils sont essentiellement dans le sud et le sud-est de la France. Comment peuvent-ils, même si c'est un groupe de pression, peser dans les relations stratégiques entre l'Algérie et la France s'il n'y avait pas, au sein de la classe politique française, autant de lobbies, autant de personnes favorables à l'Algérie française. Ce n'est pas une fiction. Je suis désolé, cette histoire de rente mémorielle, c'est peut-être... souvent, on cherche le sens de la formule sans lui donner un contenu. La rente mémorielle est une spécialité du droit français. C'est le pays qui a le plus de lois sur la rente mémorielle. Ils ont fait un texte sur l'Arménie, ils ont fait un texte sur la loi Taubira, la loi Guessou en 90, Taubira en 2001, la loi qui glorifie le colonialisme en 2005. Toutes ces lois versent dans ce qu'ils appellent la rente mémorielle. Donc ce n'est pas la responsabilité de l'Algérie. Ça veut dire quoi la rente mémorielle? Ça veut dire que l'écriture de l'histoire, c'est les officiels qui la font. Quand ce n'est pas les officiels, c'est le juge qui l'a fait. Ce n'est pas l'historien. Ça, c'est un débat qui n'est pas terminé. L'Allemagne n'a pas de loi mémorielle. L'Espagne n'a pas de loi mémorielle. Le Mexique n'a pas de loi mémorielle. Et pourtant, les relations ont été violentes entre le Mexique et la conquête du Mexique. Donc, c'est la France qui n'a pas véritablement dépassionné les sujets autour de la guerre de libération que nous avons menée contre elle lorsqu'elle a colonisé l'Algérie. Aujourd'hui, les partis de droite, d'extrême droite, pourraient se confirmer à travers l'urne dans l'élection présidentielle. On ne sait pas quel candidat pourrait passer, mais si cette montée du fascisme devait se consolider à travers l'urne, quel serait l'avenir des relations algéro-françaises? Pourquoi, selon vous? Oui. Nous n'avons jamais porté d'appréciation sur la politique française. Aucun chef d'État algérien ne l'a fait. Pas plus, je vous avais dit, Farhat Abbas, que le président Tebboune. Ça n'est jamais arrivé? Non, nous ne le faisons pas, parce que nous avons une doctrine en matière de politique étrangère qui nous interdit de le faire. Et je vous assure que c'est très fondé. C'est fondé pourquoi? Parce que ça vous donne l'attitude de refuser de l'accepter de l'autre. Parce que ça fait partie de votre doctrine, ça fait partie de votre identité. Je ne parle pas de la situation intérieure française, qui n'intéresse que les Français, qui relève de la volonté des Français, mais je n'en parle que parce qu'il y a une implication sur ma politique, oui, à moi, Algérie. Je n'en parle que parce que mon pays est cité. Mais le ton a été donné. Je n'en parle que parce que... préélectoral. Oui, mais l'Algérie est en train de servir d'alibi. Oui. Elle est en train d'alibi à des revanchards, à des pieds noirs, à l'extrême droite, et tout ça dans une seule perspective, c'est très clair, une perspective électorale locale. Je n'ai pas à la qualifier, ça ne m'intéresse pas, et ça regarde les Français plus que les Algériens. Ce que nous, je pense que nous ne devons pas accepter, nous ne devrions jamais l'accepter, qu'un historien porte une appréciation sur l'histoire de l'Algérie, ça fait partie un peu du rôle de l'historien. Qu'un chef d'État le fasse, c'est inédit, mais c'est inacceptable sur le principe. C'est inacceptable qu'un chef d'État porte une appréciation sur la représentation historique de notre peuple, avec lequel il est en paix, qui plus est.
Nous n'avons pas de problème. Oui, il y a eu, il faut le dire, des avancées dans les relations algéro-françaises. Il y a eu une volonté aussi bien du président Tebboune que celle du président Macron d'arriver à une normalisation, un apaisement, il y a une consolidation de l'acquis, de ce qu'il y a entre nous. Cette dynamique a été rompue par le président Macron, elle n'a pas été rompue par le président Tebboune. Oui. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation, dans une phase où je suis incapable, je ne suis pas aux affaires, mais je suis incapable de vous dire comment vont évoluer les relations algéro-françaises. La suite dans les relations algéro-françaises. Nous le verrons donc dans l'avenir très certainement. On va revenir à la politique étrangère pour laquelle opte aujourd'hui l'Algérie, et on peut dire que c'est une politique étrangère qui va à contre-courant de l'ordre établi, une politique étrangère équilibrée, multilatérale, au service des valeurs humaines et des règlements de conflits via le dialogue, la réconciliation nationale. Sur qui pouvons-nous compter, en tout cas sur le plan régional, et on connaît aujourd'hui l'évolution des rapports de force sur le plan régional justement, sur qui pouvons-nous compter aujourd'hui pour mettre en œuvre cette... Sur le principe, compter sur soi-même. Oui. Sur le principe. Mais pas seulement. Sur le principe, si vous devez compter sur vous-même, sur le principe, vous devez compter sur une économie forte, une économie performante. Vous devez compter sur une armée forte. Il n'y a pas de politique étrangère sans une armée forte. Vous devez compter sur un appareil diplomatique, je parle de l'appareil diplomatique performant, réactif. Mais nous devons compter aussi sur le fait, et je pense que l'Algérie a les moyens de le faire, d'élargir la perspective que nous sommes en train de proposer en Afrique en ce moment ou dans le monde arabe, de l'élargir dans la région, d'avoir le maximum d'adhésion, de faire en sorte que chaque démarche de politique étrangère puisse avoir un prolongement multilatéral. Oui. Le Sahel, en ce moment, est sous influence politique et militaire occidentale, de la Mauritanie jusqu'au Tchad, ce qu'on appelle le pays le G5, de G5. Il y a une présence militaire aux frontières de l'Algérie. Il y a une crise politique majeure en Tunisie. Nous n'avons plus de relations diplomatiques avec le Maroc. C'est une région où les pays européens, le Sahel, le Mali, Barkhane est en train de se désengager un peu et ça va être remplacé par une force européenne. Il y a déjà 500 militaires là-bas. Barkhane a montré ses limites. Et je vous assure... Voir son échec. Alors, ils auraient pu écouter les conseils. Je pense que le président Macron aurait dû écouter les conseils du président Tebboune sur la nécessité d'inverser la dynamique dans la région. Il n'y a pas de solution militaire à la situation au Mali. Il n'y a pas de solution militaire. La preuve, Barkhane se désengage au nord, à Tessalit, à Kidal. Et ils ont laissé juste quelques militaires à Gao, dans la région de Gao. Ce désengagement n'est pas accompagné d'un plan de stabilisation de la région. L'option que présente l'Algérie, c'est de dire, écoutez, premièrement, on nous en veut toujours d'être présents et d'être attentifs à ce qui se passe au Mali et principalement au nord du Mali. Oui, mais le nord du Mali, c'est les frontières de l'Algérie. Oui. Le nord du Mali, il y a un continuum ethnique. Ce sont aussi des populations qui ont des liens très forts avec... familiaux. Oui, avec l'Algérie. Donc, nous devons être attentifs. Il y a une sorte de militarisation de la région et on voulait faire jouer, c'était beaucoup sous Bouteflika, j'avais beaucoup dénoncé ça, on voulait faire jouer à l'Algérie le rôle de gendarme dans cette région. Un peu ce qui est arrivé au Pakistan avec l'Afghanistan à un moment, faire le rôle de gendarme et que l'Algérie devienne un peu un sas pour l'Europe. De sécurité. C'est-à-dire, vous protégez les frontières sud, vous protégez les frontières du Sahel, pour que le terrorisme ou l'immigration clandestine n'accède pas à l'Algérie et au Maroc,
et traverse la Méditerranée. Donc vous devenez un sas. Et sur cette question, parce qu'on parle beaucoup de l'immigration clandestine en France, qui est insignifiante par rapport à celle des pays du Sahel en Algérie. Nous recevons, nous, Algérie, sur plus de migrants clandestins que toute l'Europe réunie. Que toute l'Europe les réunit. Je regrette qu'il y ait beaucoup d'enfants parce qu'il faut les scolariser, il faut les soigner, il faut les soins suivre, particuliers les pour les enfants. Oui. Nous n'avons pas soumis les populations du Sahel au visa, en dépit des crises politiques et économiques au Mali, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Nous n'avons pas soumis les populations de nos voisins, alors, en dépit de la précarité, en dépit de la perméabilité des frontières, en dépit de la démographie au Niger, qui est l'une de la situation au Niger, qui est l'une des plus élevées au monde. Oui. Parce que nous avons cette culture de la solidarité, exact. Parce que nous avons cette culture, parce que nous nous sentons africains, parce que nous sommes africains de toutes les façons. Notre profondeur stratégique est africaine. Alors, juste pour revenir au Mali, on a vu que Bamako a suivi un petit peu la logique de rejet, tout simplement du mépris du président français. Le Mali s'est vu critiqué très violemment. Hein. Le président Macron a parlé de l'inexistence carrément de l'État malien. Est-ce que cette influence algérienne commence à se consolider, à revenir en tout cas, notamment avec le Mali? Le Mali pourrait davantage adhérer aux solutions préconisé par Alger pour sortir. L'État malien existait au XVe siècle, ceci dit. Écoutez, le Mali, les implications sécuritaires sur le Mali, les plus probantes et les plus réelles, c'est sur l'Algérie. C'est sur l'Algérie. Il y a des groupes terroristes, je me souviens, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, comme le Mujahou, qui a fait 3 opérations en Algérie, son seul agenda, c'était l'Algérie, affaiblir l'Algérie. Un groupe terroriste qui n'avait comme agenda que l'Algérie. Mais le Mali, la solution n'est pas seulement militaire. Et ce n'est pas nouveau depuis les premiers accords signés en 1991 à Tamanrasset, où il y avait des problèmes entre les populations du Nord et le pouvoir central à Bamako. Les termes se posaient en termes de solution globale. Ça veut dire une réforme administrative du Mali, comme l'Algérie a fait en sortant de la colonisation, dès les années 70, l'Algérie a réformé son organisation territoriale et administrative. Le Mali n'a pas encore fait ça. Il reste un pays très centralisé, très bureaucratisé. L'intégration des groupes de population du Nord qui réclament des postes de responsabilité à Bamako, le développement pour stabiliser les gens, l'école, les hôpitaux, ce sont là les priorités des Maliens. Parce qu'il est impossible et inconcevable dans les conditions actuelles de lutter contre le terrorisme dans les conditions actuelles. Le terrorisme reçoit des financements qui sont supérieurs au budget de Barkhane. C'est le trafic d'armes, c'est le trafic de drogue, c'est le trafic d'alcool. Le crime organisé. Le crime organisé. Le Sahel est un espace extrêmement vaste, il n'est pas contrôlé. La priorité des États, c'est de ne pas avoir des armées puissantes et bien équipées, c'est d'avoir des écoles. C'est d'avoir des hôpitaux, c'est d'élever le niveau de vie de leur population, ce qui est légitime. Donc, le Mali, j'ai cru comprendre que le président algérien a conseillé au président français d'adopter cette démarche de substitution de la force et de la présence militaire à une présence sur le domaine économique, construire des écoles ensemble, construire des hôpitaux ensemble, aller dans des projets porteurs d'espoir. Donc aujourd'hui, le Mali prend conscience qu'il a perdu du temps, forcément, avec ces solutions, ces non-solutions du tout sécuritaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut se rediriger vers Alger, refaire confiance à la diplomatie algérienne pour sortir de l'ornière? Il n'y a pas que le problème du Mali. Il se pose dans la région, il se pose dans cette Évidemment, région. Il se pose dans cette région la question du terrorisme. Oui. Vous savez, le terrorisme s'est déplacé d'Afghanistan vers le Moyen-Orient, puis vers l'Afrique. Il va dans le maillon faible, quoi. Il vient dans des régions où il y a la pauvreté,
où l'argent peut changer les rapports de force, hein, l'Europe a payé des rançons pour des otages. Elle a payé à peu près 300 millions de dollars de rançons. Les 300 millions de dollars ont servi à financer des groupes terroristes. C'est-à-dire que la rançon finance indirectement le terrorisme. Oui, et c'est pour ça qu'Alger lutte d'ailleurs contre le paiement. Et c'est ces mêmes pays qui sont présents au Mali. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je dis qu'il n'y a pas que la France, la force européenne. Maintenant, le Mali est devenu un espace de projection des armées occidentales. Les armées occidentales s'entraînent pour voir est-ce qu'elles peuvent se projeter, parce que l'OTAN n'a pas de capacité de projection militaire. Toute la capacité de projection militaire de l'OTAN lui est fournie par les États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe veut avoir une certaine autonomie en termes de projection. Donc, tout le monde essaye là-bas. En ce moment, au Mali, vous avez des soldats de Slovénie, d'Espagne, de Hollande, d'Allemagne. Et tout ça, ça se passe à nos frontières. C'est un petit peu analogue à ce qui se passe en Libye aussi. Oui, bien sûr, parce que là-bas, au moins, il y a deux pouvoirs. Ici, il y a une faiblesse du pouvoir. Le Sahel est très pauvre. Le Sahel est très pauvre, donc et il est plus perméable à la présence étrangère, il est plus perméable au rapport de force. Les populations sont véritablement pauvres. En souffrance. On va un petit peu avancer, parler des pays inféodés aux intérêts occidentaux et qui jouent pleinement leur rôle de déstabilisateur auprès de leurs voisins. Dans notre cas, c'est le Maroc qui n'a lésiné aucun moyen pour le faire. Ingérence, tentative de sédition, aussi de division, espionnage massif aussi. La rupture était inévitable. Mais quelle serait, selon vous, la réponse adéquate pour neutraliser cet ennemi à nos frontières? J'étais parmi les premiers à considérer que la réponse de l'Algérie n'était pas suffisamment ferme. Je pense que l'Algérie a fait preuve de retenue et de responsabilité en ne rompant pas les relations diplomatiques avec le Maroc le jour même du discours de son ambassadeur à l'ONU. C'est un acte d'une extrême gravité. Il dépasse les codes et les normes diplomatiques. Vous avez un représentant officiel d'un pays qui vient devant une assemblée officielle demander à un groupe considéré en Algérie comme un groupe terroriste. Donc, il existe une décision des pouvoirs publics algériens officielle. Donc, un État tiers, le Maroc ou un autre pays, doit tenir compte de ça. C'est ça le respect de l'autre. Venir dire, appeler une partie de l'Algérie à une sédition, c'est inédit dans les relations internationales, c'est extrêmement violent. L'Algérie avait attendu, j'ai cru comprendre que l'Algérie avait attendu 2 ou 3 jours une réaction du roi pour retirer le... En plus, c'est un document qui a été diffusé. C'est un document écrit qui a été diffusé et déposé au secrétariat de l'ONU. Donc ça devient un document officiel du gouvernement marocain. Et le roi n'a pas réagi. Donc forcément, il a soutenu je n'imagine pas personnellement, connaissant le fonctionnement de l'ONU, qu'un représentant de l'ONU puisse tenir un tel discours sans avoir eu au préalable l'accord de son gouvernement. C'était un document qui avait été distribué aux membres des non-alignés. Oui, mais les membres non-alignés se réunissent à l'ONU. Il y a beaucoup de groupes au sein de l'ONU qui se réunissent au siège de l'ONU. Ce document a été distribué. Il n'y a pas eu de démenti. Tout comme les déclarations du président Macron. Il n'y a eu ni confirmation, ni démenti. Et la diplomatie, c'est l'art de déchiffrer un peu le non-dit. De comprendre que le document diffusé par les Marocains officiellement, distribué officiellement, que le fait que le président français n'ait pas démenti les propos que le journal Le Monde lui a prêtés, est une attitude inamicale.
Donc on est un L'attitude peu dans du la Maroc même logique. est une attitude belliqueuse. On est dans la même logique, dans la façon de faire de la France et du Maroc. Et pourtant, ce sont deux pays Les qui diplomates n'ont pas du tout la même tradition. Les ni la diplomates, même poids, hein. et me dit-on, les militaires aussi, ne croient pas au hasard. Je crois au hasard. Les articulations des relations internationales obéissent à des logiques soit de pouvoir, soit de force, soit d'affaiblissement de l'autre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que nous puissions être sous la pression permanente. Aujourd'hui avec la France, hier avec le Maroc, demain je ne sais pas avec qui, le conflit au Mali, la situation politique en Tunisie. Ce sont autant de tensions qui créent, qui mettent l'armée sous tension, dans une sorte de guerre d'usure. Vous usez les soldats, vous usez les équipements, c'est coûteux aussi. Vous mettez votre appareil diplomatique également en situation de crise permanente. Toute cette synchronisation m'inquiète personnellement, parce que le pays, vous savez, l'Algérie a une relation un peu spéciale avec les frontières. C'est un pays qui a été agressé, qui a été, en 1963, juste après l'indépendance, les Marocains ont agressé l'Algérie. Nous avons connu une guerre de libération très très longue. Donc nous avons avec les frontières un rapport un peu spécial, nous, les Algériens. Ce n'est pas un simple tracé matériel qui délimite les frontières entre l'Algérie et le Mali, ou bien l'Algérie et le Maroc, ou l'Algérie et la Libye ou la Tunisie. Chez nous, la frontière, c'est une sorte de sécurité émotionnelle. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Cette sécurité émotionnelle, vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité quand vos fiers sont en sécurité qu'à l'intérieur du pays lui-même. Mais ça, c'est la caractéristique des peuples qui ont été agressés, c'est la caractéristique des peuples qui subissent des tensions aux frontières. Et également, vous savez, techniquement, matériellement, militairement, il est difficile, sinon impossible de surveiller une frontière de 6400 km. Ce que vous dites un peu, c'est que cette tension avec le Maroc est permanente, hein, qu'il l'était déjà bien avant la rupture et qu'il le restera. Il faudra la gérer tout simplement. C'est ça. Non, et vous savez... Nous n'en finirons pas avec. La géopolitique peut vous donner des atouts. Oui. Elle en donne à l'Algérie. Mais elle vous donne aussi des exigences. Il faut être là, partout, surveiller, parce que l'Algérie n'a pas le même agenda géostratégique que le Maroc. Non, elle n'a pas le même agenda que le Maroc. C'est le problème. Nous n'avons pas aussi les mêmes frontières. Le Maroc a des frontières avec l'Algérie et avec l'Espagne. Il est presque insulaire. Donc nous n'avons pas le même agenda. L'Algérie a 7 frontières communes à surveiller, et souvent avec des pays qui n'ont pas les capacités de surveiller leurs propres frontières. Oui. C'est ça qui fait la difficulté de surveiller des frontières. Vous n'êtes pas en Europe où chaque armée a des capacités de défendre ses frontières, plus une organisation militaire commune qui défend l'ensemble, l'OTAN. Ici, vous êtes dans une autre configuration complètement différente. Vous avez des frontières communes avec 7 pays. Il n'y a pas de pays qui est expansionniste aussi. Hein. Non, vous êtes les seuls à les défendre. Oui. Je ne pense pas que l'expansionnisme... Du Maroc. Je ne pense pas que les Marocains savent bien que l'Algérie, les Algériens ne feront pas de concessions sur cette question-là, et que l'histoire nous a appris beaucoup de choses. Vous savez, c'est un pays où il y a chaque fois, qu'il y a toujours eu les différentes périodes de son histoire en Algérie, en général l'histoire algérienne, c'est 30-40 ans, il y a toujours eu des contraintes externes très difficiles que nous avions pu surmonter nous-mêmes, en comptant sur nous-mêmes. C'est pour ça que je vous ai dit au début de l'émission, il faut compter sur soi-même. Oui. Nous avons connu ça avec le terrorisme. Oui. Et on pensait à un moment, j'ai bien vécu cette période moi-même, j'étais en exercice, on pensait à un moment qu'on pouvait compter sur... le soutien de la communauté internationale, mais se sont rendus compte, et très très vite d'ailleurs, qu'il fallait compter sur soi-même. Qu'il fallait compter sur soi-même. Et que ce n'est qu'après les attentats de New York de septembre
que le monde occidental, les États-Unis, a pris conscience de la nature du terrorisme qu'il y avait en Algérie. Mais nous avions déjà payé le prix. Et cette fois, c'est la même chose. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons envoyer des messages très clairs et très fermes à tous nos partenaires. C'est-à-dire notre volonté de ne pas céder sur les fondamentaux. Alors, ne pas céder sur les fondamentaux. Il y a aujourd'hui Israël qui, avec la normalisation, à travers la normalisation avec notre voisin marocain, se retrouve à nos frontières aussi. L'accréditation d'Israël comme membre observateur à l'Union africaine pourrait être entérinée au prochain Conseil exécutif de l'UA, prévu à la mi-octobre. Avons-nous les moyens encore d'opérer un réalignement géopolitique avant que cette décision soit prise? Je pense, d'après ce que j'ai compris, vous savez que l'Organisation de l'Union africaine a réformé ses statuts, ses instances, son fonctionnement en général, ce que la Ligue arabe n'a pas fait, n'a pas pu faire. Et là, vous me donnez l'occasion de dire que les sociétés civiles, ou bien la citoyenneté en général, en Afrique, est plus avancée que dans le monde arabe. Bien plus avancée. Les sociétés civiles, les ONG sont plus performantes, plus actives, notamment dans les pays qui avaient connu un colonialisme anglo-saxon. Ce sont les peuples coloniaux, encore une fois. Anglo-saxons, le Ghana, l'Afrique du Sud, pour ne pas oublier. Il y a eu une réforme de l'Union africaine. C'est cette réforme de l'Union africaine, d'après ce que j'ai compris, c'est toujours complexe, ces organisations internationales, qui a donné ses pouvoirs au président d'accréditer. Président de la Commission. Hein, oui, le président de la Commission d'accréditer un État étranger du statut d'observateur. J'ai cru comprendre que cette fois, il l'a fait sans consulter les États membres. Oui, il parle de prérogatives liées à son poste, à sa fonction directement, et qu'il n'a pas finalement à... Mais vous savez, les organisations internationales, quel que soit leur statut, quelle que soit leur charte, fonctionnent selon le principe de la concertation préalable. Oui. Et si le président de l'Union africaine l'a fait sans consulter les membres, le président de la Commission, hein, il faut le le président de la Commission. Non, bien sûr, le président de la Commission l'a fait sans consulter les membres les plus influents. Parce qu'il y a des membres influents, ce sont ceux qui cotisent le plus. Oui. L'Organisation des Nations Unies fonctionne comme ça, l'OMS fonctionne comme ça, toutes les organisations internationales fonctionnent comme ça. Et l'Algérie avait raison de prendre ombrage, avait raison d'être ferme, de mobiliser, d'aller voir les autres. Le ministre des Affaires étrangères l'a fait, il est parti voir ses homologues, se concerter avec eux pour dire il ne faut pas permettre que cela se répète. D'autant plus que sur le principe sur lequel Israël n'a pas eu ce statut, c'est qu'elle n'avait pas réglé ses problèmes avec les Palestiniens. Oui. C'est le préalable qui... Regardez ce préalable dans la diplomatie algérienne, il n'a pas changé. On peut faire tous les reproches à l'Algérie. Elle n'a pas changé sa position sur le Sahara. Elle n'a pas changé sa position sur la Palestine. Mais c'est ça, la constance dans une position de politique étrangère. Et souvent, j'entends dire des gens, parce qu'aujourd'hui, le pragmatisme est devenu très à la mode, les gens me disent « Ah, écoutez, mais les principes, c'est coûteux. Il faut... » En quelque sorte, les gens vous suggèrent de mettre vos intérêts, de mettre vos principes au service des intérêts. Oui, mais les intérêts sont temporaires, les intérêts sont ponctuels. Les positions sont permanentes. C'est des principes, c'est le socle normatif. Chaque État a besoin d'un socle. La politique étrangère a une doctrine. La doctrine est tellement solide, c'est sur l'histoire, bien sûr, l'histoire du mouvement de libération, mais c'est toute la culture de l'indépendance, de la liberté chez les Algériens qui constitue ce socle. On ne peut pas la changer pour plaire à une grande puissance, plaire à un voisin, ou la changer de façon ponctuelle.
Alors, lorsqu'on lit donc dans la presse que les arguments d'Alger ont été entendus, notamment par le président actuel de l'Union africaine, sur ce sujet de l'accréditation d'Israël comme comme observateur, permanent de l'Union africaine, donc ça devrait être annulé. On devrait s'attendre à une annulation de Je ne cette sais pas. Les décision. observateurs ont très peu de pouvoir. On est dans la symbolique et dans le principe. Dans la symbolique et dans le principe. Ouais. Mais les observateurs ont très peu de pouvoir. Il est clair qu'il y a un effort. Ils ont investi. Les Américains ont reconnu la souveraineté, entre guillemets, sur le Sahara occidental en la liant à la reconnaissance par le Maroc d'Israël. Vous voyez, nous ne sommes plus dans une opération diplomatique, nous sommes dans une opération de marchandage. Ce sont les États-Unis ou Trump? Parce que les États-Unis, ils n'en parlent plus de ce deal. Oui, mais le fait qu'ils n'en parlent plus ou qu'ils ne fassent pas plus qu'ils ont fait est une attitude très intéressante. Une forme de blocage de ce... mais elle existe, le document existe. On ne va pas plus loin, mais on ne recule pas non plus. Non plus. Ça, c'est un peu les relations internationales. Mais ça n'a pas eu d'impact direct sur la question du Sahara occidental. Au contraire, l'Europe a fait un document qui n'accepte pas ce principe même. L'Allemagne a fait une déclaration très forte. 2 pays d'Amérique latine viennent de reconnaître l'arrest. Je ne pense pas que cela ait eu... un tribunal européen vient de reconnaître l'autorité du Polisario sur cette région. La Cour de justice européenne, oui, mais c'est... Alors, vous me tendez la perche sur le Sahara occidental. On a vu que le nouvel envoyé du secrétaire général de l'ONU a été donc confirmé dans son accréditation depuis hier. Est-ce que l'aboutissement de sa mission pourrait être déjà scellé comme ses prédécesseurs qui ont donc échoué à faire revenir le Maroc à la raison, tout simplement? Le principe qu'il soit nommé est en lui-même très intéressant. Parce que le Maroc s'est opposé à la nomination. 28 mois. 28 mois. S'est opposé au principe même de la nomination. Il s'est opposé au principe même de la nomination. Parce que nommer Timisoara, ça veut dire, aux yeux de tous les membres de l'ONU, du Conseil de sécurité et du reste, que le problème est là. Que le problème Staffan de existe. Mistura, Oui. L'actuel envoyé. Que le problème existe. La nomination, parce qu'il y a un problème qu'on nomme un représentant du SG. Et ça, la France et le Maroc se sont opposés à ça pendant plus de 2 ans. Parce que si vous nommez le représentant de l'ONU, ça veut dire qu'il faut rouvrir le dossier, ça veut dire qu'il va parler à toutes les parties, le Maroc, le Polisario, la Mauritanie et l'Algérie, dans la région. Ça veut dire qu'il peut envisager des discussions encore, reprendre Manhasset, qui a eu 6 ou 7 rounds, et puis qui s'est arrêté. Ça veut dire qu'il y a une reprise de la dynamique sur la base du respect des conditions dans lesquelles il y a eu le cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu, la contrepartie du cessez-le-feu, c'était l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le recensement a été fait, le recensement a été pris sur la base de celui de l'Espagne de 1975. Les gens qui devaient voter étaient identifiés. Et le Maroc n'a pas laissé faire le référendum d'autodétermination. Mais rien n'indique que le Maroc va être moins intransigeant aujourd'hui. Au contraire, avec, on en parlait, le deal Trump, la reconnaissance de Trump et donc des États-Unis, sa souveraineté sur le Sahara occidental. Si, à part la lettre signée par Trump, et vous savez, la diplomatie de Trump, comment elle était. Oui. À part la diplomatie, le document signé par Trump, il n'y a pas un seul pays au monde, pas un seul pays au monde, qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui est encore sous puissance administrative espagnole. Mais il a toujours la France comme membre permanent au Conseil de sécurité, qui va bloquer toute initiative qui pourrait faire avancer le dossier du Sahara occidental, on le sait. Oui, mais ce n'est pas suffisant non plus. On ne bloque
pas le Conseil de sécurité parce qu'on est membre du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, sa mission principale, c'est le maintien de la paix. C'est le maintien de la paix. Et le maintien de la paix passe par un accord politique. Un accord politique doit être trouvé entre les Sahraouis et les Marocains. Il faut le dire clairement, il ne faut pas le cacher, il faut le dire avec toute clarté du monde. C'est ce que tous les chefs d'État algériens ont recommandé aux étrangers. Vous savez, beaucoup de gens qui viennent vous voir, qui vous parlent, vous disent il faut trouver une question, une réponse au Sahara occidental, il faut trouver une solution. Et la réponse est toujours la même. Mais faites-le. Dites au Maroc d'aller négocier avec les Sahraouis, de trouver une solution. Qui empêche le Maroc de négocier? Et il l'a fait. Mais il a fait plus du poids. Oui. Vous avez le processus onusien, avec toutes ses limites, mais il doit exister parce que l'ONU est responsable du maintien de la paix dans le monde. C'est ça sa mission, c'est les missions de sa charte. Il n'y a que ça. La paix, le développement et les droits de l'homme. Ce sont les trois missions de l'ONU. La paix, c'est le Conseil de sécurité. Elle est responsable du maintien de la paix. Mais c'est la mission aussi de l'Union africaine qui doit faire un effort, considérant que les deux membres qui sont directement concernés, le Maroc et les Sahraouis, sont membres de l'Union africaine. C'est la responsabilité de toutes les bonnes volontés. C'est la responsabilité de la puissance coloniale administrante, les Espagnols. Ça, sur le papier, M. Habib, aujourd'hui, est-ce que vous croyez réellement à la redynamisation de ce processus de paix au Sahara occidental, ne serait-ce que, pas plus tard que d'ici la fin octobre, il y aura donc une nouvelle résolution sur le Sahara occidental. Est-ce qu'on pourrait en voir voir une résolution qui serait différente des précédentes? Mais toute la communauté internationale privilégie un règlement politique. Tout le monde privilégie un règlement politique. C'est le chemin le plus court, oui, consensuel, négocié, acceptable par tout le monde, avec un agenda et tout. À défaut de règlement politique entre les deux belligérants, dans ce cas précis, parce qu'il y a une rupture du cessez-le-feu, il reste l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Il n'y a pas de troisième voie. C'est les deux seules voies possibles. Le processus onusien ou le règlement bilatéral entre le Maroc et le Polisario. Il n'y a pas d'autre. Donc, j'essaie de paraphraser ce que vous dites, M. Habib, c'est que vous dites un peu que le Maroc ne pourra plus jouer la montre. C'est un peu ça. Aujourd'hui, il est un petit peu pris dans un étau du droit international, des réactions aujourd'hui de la Cour de justice européenne. Il y a aujourd'hui une forme de rejet des thèses marocaines sur le Sahara occidental. Donc il n'a plus vraiment le choix de jouer la montre, de proposer encore l'autonomie aux Sahraouis. Non, mais le plan d'autonomie. Pour l'ONU, ça reste un problème de décolonisation. Pour les États membres de l'Union africaine aussi, à part 2 ou 3 États, ça reste un problème d'autodétermination. Ça reste un problème de décolonisation. Mais comment peut-on concevoir on va revenir aux fondamentaux de cette question, de la question sahraoui. Le Maroc a bien partagé le Sahara occidental avec la Mauritanie. Oui. Il a bien partagé. Il a bien négocié directement 2 ou 3 fois avec les Sahraouis. Les Sahraouis ont été reçus avant les accords de Marrakech en 89 au Maroc pour discuter de ça. Donc il y a eu au début une dynamique qui, avec le temps, me donne, moi, le sentiment qu'elle était uniquement destinée à gagner du temps. Oui. Mais sur le champ, vous ne pouvez pas savoir si c'était destiné à gagner du temps ou c'était une volonté sincère de sortir de ce problème. Et aujourd'hui, moi, je me félicite de la nomination par l'ONU de son représentant, parce qu'on revient à la dynamique onusienne. La dynamique onusienne donne une vie au dossier, qui n'entre pas dans l'oubli, parce que c'est un conflit qui dure, il dure depuis 1975. Nous sommes dans la 2e génération des Sahraouis, des enfants qui sont nés dans les camps sahraouis.
Et il ne sert à rien d'exercer une pression, de dire moi j'appelle le MAC à diriger la Kabylie parce que vous soutenez les Sahraouis. Faire un faux parallèle. Non, pour vous dire que même si vous pouvez utiliser toutes les armes du monde, pendant les années du terrorisme, le roi du Maroc avait utilisé ça. Il avait soutenu le GIA en disant un envoyé spécial algérien, à chacun son GIA. Donc il avait fait une sorte de parabole malencontreuse et machiavélique. Mais vous ne pouvez pas. Il n'y a pas un seul peuple dans l'histoire qui ait voté contre son indépendance. C'est ça le risque. C'est ça la peur du Maroc. Oui. C'est ça la peur du Maroc. Et il y a une voie. La voie, c'est la négociation avec les Sahraouis. Donc vous y croyez. Vous croyez en somme à une possible sortie de crise et règlement de ce conflit. Je crois aux vertus du dialogue, de la concertation, des concessions réciproques, des recherches d'équilibre. C'est encore possible. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les guerres de 4e génération qui engagent les pays ou le pays ciblé, malgré lui, dans une guerre asymétrique, irrégulière, avec des éléments subversifs qui agissent de l'intérieur, on le sait. Il y a l'appareil judiciaire qui s'enclenche, comme on le voit chez nous, automatiquement, avec notamment les dispositions des lois contre la cybercriminalité et celles contre le discours haineux. Est-ce que c'est suffisant comme réponse aujourd'hui pour parer à ce danger? Non, on peut faire toutes les lois du monde. On peut faire de belles lois, on peut faire des lois souvent, c'est des lois programmes en réalité. La loi vous donne une perspective, vous donne un cadre, mais ne règle pas le problème. Je pense, sincèrement, parce qu'on revient là aux questions nationales, que nous avons un très gros effort à faire en matière de numérisation du pays, à faire en matière d'intelligence artificielle, en matière de développement d'un système national d'information performant. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé de redéploiement de la diplomatie algérienne, de la nécessité d'être en phase avec sa masse territoriale, de responsabilité régionale. Pouvons-nous le faire véritablement sans un système national d'information performant qui porte la voix dans le Sahel, qui porte la voix en France? Nous avons parlé, vous et moi, depuis presque une heure sur les relations, sur le déni qui est fait à l'Algérie sur sa propre histoire. Est-ce que nous avons vraiment les moyens de pouvoir toucher l'opinion publique française ou l'opinion des Algériens qui résident en France? Est-ce que nous avons des moyens de qualité, performants, ciblés, qui ciblent nous ne sommes pas encore à un stade. Regardez, les Russes ont fait en 2 ou 3 années un redéploiement médiatique impressionnant. Parce qu'ils ont compris qu'une puissance militaire a besoin d'être accompagnée d'une puissance soft, une puissance... nous, je pense que nous devons faire un effort. Nous avons les capacités, c'est clair, nous avons les capacités humaines, elles existent. Nous avons aussi l'histoire, parce que c'est l'histoire qui fait le média. C'est cette capacité de création des Algériens, c'est cette diversité qui est une réalité dans l'Algérie. Cette dimension de l'Algérie n'apparaît pas beaucoup dans les médias. Faute d'ouverture? Oui, faute d'ouverture. Sur l'extérieur? Oui. Nous sommes un pays, il faut le dire, très peu mondialisé. Nous avons un faible rapport au temps réel. Ça, c'est une réalité. Une faiblesse, donc. Nous avons une seule chaîne de télévision en langue française et jour souvent, elle ne sait pas toujours en français qu'elle parle. Donc, on ne sait pas ce qu'elle cible. Dans le fond, sur les nouvelles technologies de la communication, nous sommes pas
bien classés. Je pense que nous devons faire un effort extrêmement important. Si nous intégrons ça dans notre système de défense nationale, nous devons mettre les moyens. Si vous voulez, si nous devons nous défendre nous-mêmes, nous défendre nous-mêmes, avec nos moyens, avoir une autonomie de la décision, nous devons faire un effort gigantesque. Il ne peut se faire sans la liberté. Rien ne peut se faire sans la liberté de création, la liberté. Et c'est cette liberté d'expression, c'est cette liberté de création, c'est de là que incuber véritablement le génie algérien. Il existe. Mais il faut lui donner les moyens de s'exprimer, il faut lui donner les moyens de faire sa représentation. Je vous ai dit, je ne comprends pas qu'un jeune puisse être complexé par ce qui se fait ailleurs quand il voit tout le patrimoine historique qu'il a. Nos enfants ont besoin d'être fiers, mais pour être fiers, donnez-leur dans les programmes de télé, donnez-leur dans les manuels scolaires des éléments de fierté. Ils existent. Ils existent dans l'histoire, ils existent dans la personnalité. Il faut qu'ils existent maintenant dans le fonctionnement quotidien de l'État. Pour moi, la bataille qui reste à gagner, c'est celle de la communication avec l'étranger. Bien sûr, avec les Algériens, c'est clair, mais parce nous sommes en train de parler de l'étranger, je parle uniquement de l'étranger. Oui. Avec l'étranger, c'est extrêmement important. Nous devons faire parvenir notre message dans toutes les langues. Et avec les supports les plus modernes, avec les supports les plus performants. Et cela est possible. D'autres ont réussi avec moins d'atouts que nous. Alors justement, notre pays achève bientôt la reconstruction des institutions de l'État avec des taux de participation assumés, ce qui dénote d'une plus grande transparence dans la gouvernance. Peut-on espérer, selon vous, atteindre ce consensus avec l'ensemble des forces vives de la nation? Le consensus, nous avons avec moi-même, avec beaucoup de personnalités indépendantes et de partis politiques, essayé de travailler en faveur d'un consensus national. Le consensus national ne peut se faire qu'autour des valeurs de liberté et de démocratie. Il ne peut pas se faire autrement. Si vous voulez construire un consensus, si vous proposez de construire un consensus sur la base d'une concertation, bien sûr, nous n'avons pas la culture de la concertation. Nous n'avons pas des traditions de dialogue. De part et d'autre? Non, quand je dis nous tous, moi je ne porte pas la responsabilité sur l'État ou seulement sur les partis politiques ou la société civile. L'effort doit être fait. L'État doit pouvoir. Il faut que est-ce qu'on peut imaginer un État qui est dans un esprit de concertation, de dialogue et d'échange permanent, pas seulement en temps de crise. Ce n'est pas parce qu'il y a le Hirak ou ce n'est pas parce qu'il y a des événements en Kabylie qu'on va discuter et puis dès qu'on règle le problème, on passe à autre chose. Réunir les Algériens autour de valeurs communes comme la liberté, la démocratie, le dialogue, la fraternité, c'est très algérien. L'acceptation de l'autre. La fraternité, oui. C'est extrêmement important. Et de la responsabilité de l'État, de la classe politique, des élites. Mais malheureusement, cette culture du dialogue, de la concentration, de l'échange, de la concession réciproque n'est pas permanente dans la société algérienne. Parce que pendant longtemps, depuis l'indépendance, nous avons construit ça sur un rapport de force. Nous ne pouvons pas continuer à articuler les rapports sociaux, bien les rapports entre le politique et le social, entre le gouvernement et l'opposition, le gouvernement et la société, sur la base d'un rapport de force. Mais sur celui du dialogue. Cela est possible. La volonté existe chez les partis politiques, que j'ai bien fréquenté. La volonté existe dans la société civile. Et il faut que le politique, c'est la volonté politique qui fixe l'agenda. C'est la volonté politique qui fixe l'organisation
tu dialogues avec les autres acteurs. Mais cela est possible, je vous assure que c'est possible. Quand vous parlez à titre individuel avec les gens, tout le monde est disposé à ça. Mais il faut créer une dynamique virtuelle, il faut des synergies pour que les gens entrent. Et ça, l'État doit gagner en crédibilité. Mais il y a aussi les dialogues de sourds, comme on a pu le voir avec des partis politiques, par exemple, qui n'ont pas pris part au processus institutionnel et qui ont proposé proposé des idées qui sont difficilement réalisables. Donc on tombe dans une logique ou dans un discours. Ils ont peut-être proposé quand on propose des idées qui peuvent vous paraître irréalisables, c'est aussi une position de négociation. Ça, c'est une position de départ. Mais il faut aussi reconnaître que l'État n'a pas fait un effort. Regardez, des partis n'arrivent pas à se réunir. Demande une salle, ils n'obtiennent pas d'autorisation. Des partis ne sont pas invités dans les médias. N'exercent pas librement. Et ça, c'est extrêmement important. L'exercice de la politique tous les jours devrait être fluidifié. Et pourtant, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui donne une crédibilité à un média comme le vôtre? Moi, je me suis toujours battu pour la liberté d'expression. Je pense que c'est le credo même de mon combat politique. Qu'est-ce qui donne la crédibilité à une télévision, une radio publique qui est financée sur des fonds publics, par ailleurs, il faut le dire, donc qui appartient au peuple? C'est sa crédibilité. Sa crédibilité d'un média où on entend l'officiel, bien sûr, le gouvernement, où on entend l'opposition, où on entend l'expert, où on entend le citoyen, et on laisse le téléspectateur juger de lui-même. Mais un citoyen se forme comme ça. Il se forme par cette transmission avec ses propres médias, avec son environnement, avec l'école. Et c'est extrêmement important. Nous avons les capacités humaines. Moi, je fais confiance, je l'ai toujours fait. Nous avons les capacités humaines d'avoir un système. Est-ce que le système national d'information actuel, je l'ai dit pendant le Hirak, ici chez vous, j'ai dit, le système national d'information actuel ne peut pas accompagner le Hirak. Ne peut pas accompagner la mutation de l'Algérie, parce qu'il n'est pas préparé. Toutes les expériences de transition, l'expérience de transition démocratique, ce n'est pas comme elle était perçue à l'époque. Quand je dis transition, c'est le passage d'un système non démocratique à un système démocratique. Je ne fixe aucun délai, je ne fixe aucune condition. Le système national d'information n'a pas accompagné une révolution populaire, mais même les étrangers n'ont pas accompagné Hirak. Moi, j'avais le sentiment qu'il faisait peur, y compris aux étrangers. Il était très peu représenté dans les médias. Ou quand il était représenté dans les médias, c'est dans ces dimensions négatives. Oui. Alors on va dans le Hirak, on pêche quelques images négatives de gens excessifs dans leur discours ou dans leur accoutrement. Il y avait une instrumentalisation. Du Hirak. Alors que nous pouvions, nous, faire de ce mouvement spontané, populaire, massif, éminemment diplomatique, révolutionnaire, éminemment, oui. Je dis diplomatique, éminemment politique et pacifique, faire l'image de l'Algérie nouvelle. C'est ça l'Algérie nouvelle, c'est celle qui sort du Hirak. C'est celle qui, je parle des valeurs, des revendications du Hirak. Mais malheureusement, les médias n'ont pas suivi. Au niveau politique, au niveau des dirigeants politiques, la durée était un peu longue. Le Hirak a commencé à dévier, il a commencé à faire peur, y compris au pouvoir public. Et nous n'avions pas. Moi, j'ai essayé avec beaucoup de partis et des personnalités à Ain Bnien de créer cette union sacrée. Dire, il est possible de proposer au pouvoir, il est possible de proposer au gouvernement une sortie de crise qui soit graduelle, pacifique, consensuelle. Pourquoi pas, on pourrait en discuter. Mais à l'époque, on n'avait pas trouvé d'interlocuteur pour discuter. Mais le principe
était civilisationnel. Il y avait aussi beaucoup de dissensions hein, à l'intérieur oui, il n'y a pas de problème de cette plateforme. Oui, mais elle a dégagé un document. Je pense qu'en politique comme en diplomatie, il faut voir plus le résultat que le fonctionnement lui-même de l'opération qui a été faite. Mais il y a des capacités. Moi, je suis par nature optimiste. Je suis par nature optimiste parce que quand je lis l'histoire de mon pays, je me dis, comment est-il possible que des jeunes de 24, 25, 26 ans se réunissent et déclenchent une guerre de libération? Ça veut dire que c'est possible. On va terminer sur cette note d'optimisme, M. Abdelaziz Rahabi. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un homme politique, un ancien ministre et un ancien diplomate. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.